Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve avec mon bilan lecture du mois de juin. J'espère vraiment que cette vidéo va pas être extrêmement longue parce que si on fait le point sur ma pile à lire pour le mois de juin, on peut voir que le mois dernier je me suis lancé un gros défi et j'ai mis 10 romans et sur ces 10 romans j'en ai lu que 7. C'est écouté ma foi plutôt pas mal, mais sachez que j'ai quand même atteint mon stade de 10 romans puisque j'en ai lu 12. Voilà, donc j'ai lu plus de romans supplémentaires de ce que j'avais prévu de lire, mais j'ai quand même atteint mon stade. C'est-à-dire que sur les 3 romans que je n'ai pas lus, je les ai échangés avec d'autres romans. Voilà, excusez-moi. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de livres à vous présenter. J'ai eu pas mal de coups de cœur, j'ai eu peut-être 2 petites déceptions, mais dans l'ensemble, voilà, ça n'a pas été non plus... ça a été un très bon mois de lecture pour moi. Ma première lecture du mois de juin, il s'agit d'un service presse et il s'agit de Mutation, le tome 1, Animal de Josepha Juillet, des éditions Actus SF dans leur nouvelle collection qui s'appelle Aya, qui est donc une collection Young Adult. La maison d'édition m'a gentiment envoyé ce premier tome en mai et j'avais pas forcément le temps de le lire, donc je me suis dit voilà, je vais le lire en juin et c'est fait, c'est un beau bébé. Je vais vous lire le résumé parce que j'ai pas envie voilà, de partir à droite et à gauche hein, en ce qui concerne le livre. Quand le destin du monde repose sur une seule personne. Dans un monde post-apocalyptique, sous un régime inflexible et absolu, la faune et la flore ont totalement disparu. Les habitants n'ont plus qu'un seul lien avec la nature, leur totem, des animaux génétiquement implantés en eux qui peuvent influencer directement sur leur caractère et leurs capacités. Si pour la plupart ces mutations sont bénignes, d'autres se transforment en véritables bêtes, parfois incontrôlables et sont traquées sans pitié par le gouvernement. Claire cache un lourd secret, elle est une mutation. En plus de son totem, elle possède le rare pouvoir de discerner ceux des autres, un don qu'elle doit dissimuler à tout prix. C'est alors qu'elle croise la route d'une mutation qui pourrait bien tout changer. Entre pouvoir et rébellion, Claire devra choisir si elle est prête à briser les chaînes du système. J'ai mis 4 étoiles, j'ai beaucoup apprécié ce premier tome. Ça m'a vraiment rappelé cette vibe dystopie 2010, Divergence / Hunger Games et tout que j'aimais beaucoup. Donc en plus c'est un roman young adult donc je m'attendais pas non plus à un univers genre vraiment énorme, mais quand même on a quand même de très bonnes bases. Ça reste un premier tome qui, comme tous les premiers tomes, je trouve est très introductif en ce qui concerne les personnages, en ce qui concerne la société qui est Paris aujourd'hui, avec toute l'histoire autour des totems, autour des pays du côté sud et du côté nord, comme quoi le côté sud c'est un peu, comment dire, les districts et le côté nord c'est un peu le capital de voilà, pour que vous ayez une idée. Et même les personnages aussi, voilà, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'informations dans ce premier tome qui font que pour moi c'est quand même, ça reste quand même un tome très introductif, mais une fois passé la première partie, en vrai j'ai vraiment enchaîné les chapitres, ça se lit vraiment très bien. En général je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal, ça vous le savez, avec les descriptions, c'est quelque chose que mon cerveau n'arrive pas à suivre, mais le fait que c'était du young adulte et le fait que malgré tout le système très politique, le système de maintenant qui a été mis en place avec la dystopie de dedans est très bien raconté et pas forcément extrêmement difficile pour moi à comprendre. Donc en vrai j'ai plutôt apprécié et c'est vrai qu'il y a plus il y a plus de descriptions qu'il y a de dialogue, mais le personnage de Claire c'est quand même un personnage qui est extrêmement complexe. J'ai adoré rentrer dans sa tête, j'ai adoré rencontrer son frère, rencontrer leurs amis, rencontrer cette fameuse mutation un peu spéciale. Il y a un chouïa de romance mais vraiment un tout petit peu fond de romance qui est vraiment très intéressant et j'aime beaucoup le côté mutation et totem. Je trouve ça très intéressant et quelque chose qu'on n'a pas forcément encore vu dans l'univers dystopie ou même dans les romans que j'ai lus moi en général. Je trouve les totems vachement très intéressants et le côté pouvoir se transformer en ton animal totem et pas forcément avoir le contrôle mais aussi parfois l'avoir et apprendre à gérer aussi ses émotions, apprendre, c'est vraiment tout un truc en fait en rapport avec son totem et je trouve ça vraiment bien. Il y a pas mal d'actions, il y a des petits retournements de situation, il y a des révélations qui sont faites autour de Claire et de sa famille parce que ses parents sont morts. Les parents, elle et son frère jumeau sont morts il y a quelques années. C'est donc leur grand-mère qui est un peu la médecine, un peu le médecin / apothicaire si vous voulez des quartiers sud qui s'occupe des deux et voilà, il y a toute une histoire derrière. Et je trouvais ça vachement intéressant. Comme je dis, ça c'est un premier tome très introductif, mais j'ai beaucoup apprécié. Le tome 2 sort l'année prochaine et c'est quand même un beau bébé de si je compte pas les remerciements, il y a 460 pages. Mais en vrai ça se lit très rapidement quand on passe les parties.
plus les chapitres avancent et plus il y a vraiment une construction derrière l'histoire et tout ça que j'ai beaucoup aimé. Ma deuxième lecture en juin, ça a été le tome 4 de L'enfant en moi de Aoi Mamoru chez édition Kana, qui est pareil un manga que je commence à vraiment beaucoup apprécier. Ce tome 4 m'a beaucoup touché, j'ai mis 4 étoiles. Ça m'a beaucoup touché parce qu'on en voit un peu plus sur Sashi, sur sa famille et en fait sur comment sa mère, son père et son frère ont tous les trois une façon différente de gérer la nouvelle du fait que Sashi décide de garder le bébé et voir comment... voilà, voir un peu comment ça se passe. J'ai détesté par contre le père de Sashi dans ce manga là, genre dans ce tome, je l'ai vraiment détesté, c'est la pire personne au monde à côté. Très clairement la mère de Takara, c'est ça. À côté la mère de Takara est beaucoup mieux que le père de Sashi. Ça m'a beaucoup touché, j'ai un peu versé ma larme une ou deux fois. Et j'aime bien parce que c'est vraiment un manga qui te parle vraiment de sujets tabous et qui est aussi très comment dire, instructif parce que voilà, il te permet il te parle des différentes options, il te parle aussi vraiment de à quel moment on peut avoir des nausées, tout ça. On a vraiment tout un schéma genre très bien construit autour de la maternité, de la grossesse et je trouve ça vraiment génial et ça reste un manga que j'apprécie tout autant. Ma troisième lecture, il s'agit de Addicted to You de Krista et Becca Ricci chez édition Verso qui est donc le premier tome de leur saga Addicted. Dans ce premier tome, on va suivre Lily Calloway qui est addict au sexe. Voilà, c'est une addiction qu'elle a depuis aussi longtemps qu'elle se rappelle. Et donc elle est à la fac et elle vit en coloc avec Lauren Hale qui est donc un homme. Et lui, son addiction, c'est une addiction à l'alcool. Voilà, c'est une addiction qui lui bouffe la vie. Il boit matin, midi et soir non-stop. Il rentre complètement bourré. Il se rappelle plus voilà, de la plupart du temps de ce qui se passe. Et les deux font semblant de sortir ensemble pour cacher leur addiction à leur famille respective. Voilà. Et on va suivre un peu ce dénouement, comment est-ce que les addictions et les relations peuvent se former un peu en sentiments, qui peuvent se former en vrai couple. Pour ma part, j'ai vraiment adoré, j'ai mis 4,5, ça a été un gros coup de cœur. Franchement, très belle découverte pour moi. Je savais pas du tout trop à quoi m'attendre. J'étais partie sur, mon dieu, c'est du smut, il y a du smut à gogo, voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Ce que j'ai beaucoup apprécié déjà, c'est la relation entre Lily et Lauren qui est extrêmement saine. On pourrait penser que avec les addictions qu'ils ont et la fausse relation qu'ils ont, ça pourrait être très toxique, mais en fait pas du tout. Leurs addictions est toxique pour eux, mais les deux sont toujours là l'un pour l'autre, ce qui fait que leur relation entre eux sont saines, mais la relation avec leurs addictions respectives ne sont pas saines. Voilà, je sais pas si ça a du sens. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup adoré. C'est tellement des personnages extrêmement complexes, mais extrêmement touchants. J'ai adoré aussi les personnages secondaires, les sœurs de Lily, j'ai vraiment beaucoup adoré. En plus, les autres personnages qui arrivent à côté. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça se passe, je crois, sur une seule année, il me semble. Et il y a plein de choses. Il y a des petites révélations, il y a des petits retournements de situation. Ça jongle des fois entre le passé et le présent pour en apprendre un peu plus sur la rencontre entre Lily et Lauren et tout ce qui se passe. Pour ma part, j'ai vraiment adoré, gros coup de cœur et j'ai tellement hâte de lire Kiss the Skies qui est le premier tome de leur saga spin-off The Calloway Sisters qui est centré sur les autres sœurs de Lily et j'ai très hâte, en tout cas gros coup de cœur. Je reste sur la romance mais cette fois-ci avec une romance sportive puisque j'ai lu Deep End de Ali Hazelwood là chez édition Sphère. C'est mon second roman d'elle que je lis. Le premier que j'ai lu c'était Mate où je voulais lire complètement quelque chose de complètement différent d'elle que voilà, autre que de la romance pour voir un peu son style d'écriture et comprendre pourquoi est-ce que les gens aiment autant Ali Hazelwood. Et en lisant Mate j'ai fait ouais je comprends. Voilà. Donc ensuite je me suis essayée à checker Mate et j'ai abandonné en plein milieu parce que j'ai pas du tout compris, ça m'a ennuyée et l'histoire de... Bref, ça m'a pas plu et je me suis dit Deep End. J'ai eu des retours assez positifs dessus et c'est de la natation. Et dans ce roman-là, on va suivre Scarlett qui fait partie de l'équipe de natation, mais elle, c'est du, comment dire, c'est du saut, vous savez, c'est des compétitions de saut, en gros, sur le plongeon. Et elle a un secret, elle est un peu, elle aime bien les moments intimes mais assez BDSM. Voilà. Et elle va faire la rencontre du capitaine de l'équipe de natation de son université qui est Lucas Blumskiff, qui lui est un peu dans le même délire. Voilà. Et en gros, l'ex de Lucas va lui dire et tu sais quoi Scarlett, j'ai mon copain, ou mon ex-copain, ça dépend des jours, hein, qui a le même, qui est un peu dans le même délire que toi, ce serait pas mal si vous pouvez sortir ensemble et comme ça vous serez très à l'aise et tout, et ça, vous pourrez aller avec vos délires. C'est à peu près ça l'histoire. J'ai mis 4 étoiles. J'ai
bien aimé ma lecture, franchement j'ai beaucoup apprécié. Moi quand on m'a dit oui il y a du smut, BDSM, ça je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus hardcore, beaucoup plus dur, mais en fait pas du tout. C'est du soft BDSM et des scènes, c'est des scènes explicites, hein, c'est des scènes de smut, mais pas aussi hardcore que ça. Et j'aime bien le fait qu'ils ont fait une liste des choses qu'ils peuvent faire, une liste des choses qu'ils veulent tenter et avoir des limites et tout ça. Et la relation ne se base pas forcément que sur ce côté BDSM, il y a une vraie histoire derrière, une vraie relation entre les deux où au début ça passe juste on va le faire parce que voilà on a préparé, ça permet de un peu combler nos envies, mais plus les chapitres passent, plus les mois passent et plus la relation entre Scarlett et Lucas évolue, bien évidemment pour le meilleur ou pour le pire, je vous laisserai décider par vous-même quand vous lirez le roman, mais pour ma part j'ai beaucoup apprécié, il y a une vraie profondeur dans les personnages de Scarlett et de Lucas et on en apprend beaucoup sur Scarlett a eu un accident qui a complètement bousillé un peu sa vie si on peut dire, et j'aime beaucoup en fait la relation qu'elle a avec sa psychologue, où on a certains chapitres où ça en parle et après ça permet de lier au chapitre qu'il y a, mais voilà Scarlett c'est vraiment un personnage qui est extrêmement complexe, Lucas aussi, surtout par rapport à sa famille, ses amis et à sa maman aussi décédée, donc voilà il y a vraiment une vraie complexité entre les deux personnages qui je pense matchent assez bien parce que les deux ont quand même un trauma différent certes, mais ils arrivent à se consoler l'un l'autre. Et pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce roman-là, j'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte de lire d'autres de ces romans, de découvrir d'autres de ces romans. Le mois de juin, c'est définitivement mon mois de romance parce qu'après une petite romance partie, je me suis dit pourquoi pas faire une petite small town romance. J'ai donc lu Wild Love de Elsie Silver, qui est donc le premier tome de sa saga Rose Hill que j'ai acheté chez Éditions Piactus. Et franchement, si je devais choisir les couvertures entre Chestnut Prince et Wild Love, et Rose Hill, je choisirais Rose Hill. Regardez-moi cette beauté. Vraiment super bien. Dans ce roman-là, on va suivre Ford Grant, qui est le billionnaire super canon, qui en a complètement ras-le-bol des paparazzis et de la grande ville. Et lui, tout ce qu'il veut faire, c'est un peu se reconcentrer à la musique. Et donc, il décide de déménager à Rose Hill, il me semble, c'est ça, pour ouvrir un studio d'enregistrement. Mais il y a quelque chose qui va contrecarrer ses plans, puisqu'une adolescente de 12-13 ans va toquer à sa porte et lui dire « Ford, tu es mon père », voilà. Et d'un autre côté, on va suivre Rosie qui, après 5 ans, retourne vivre dans sa petite ville pas de Rose Hill, voilà, avec son frère, son père et tout ça. Et elle va croiser le chemin de Ford qui est le meilleur ami du frère de Rosie. Et voilà, les sentiments vont éclater entre les deux. J'ai mis 4 sur 5. Ça reste pour moi un premier, même si j'ai beaucoup aimé, ça reste un tome assez introductif, puisqu'on introduit beaucoup de personnages, surtout les papas célibataires qui vont être dans les romans suivants. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié. J'ai bien aimé en fait la relation Ford et sa fille, genre voir comment en fait il arrive à gérer ça et se dire ok, j'ai une fille, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Parfois il est un peu il sait pas trop s'y prendre, donc des fois il galère un petit peu et des fois il fait des petites bêtises, mais il y a toujours Rosie qui est là pour attraper un peu le coup. Et la relation entre Ford et Rosie, une fois que les deux se sont déclarés leurs sentiments, laissez-moi vous dire que le smut ça y va, franchement c'est le smut à go. Je peux comprendre pourquoi ça dérangeait certaines personnes, moi en général le smut ça me dérange pas du tout, mais là c'est vrai qu'il y en avait quand même pas mal, voilà, un peu hopeless de Chestnut Springs où ça allait vraiment à gogo, mais en vrai ça va. Le seul truc qui me dérange en fait dans des romances comme ça, c'est que il y avait déjà des sentiments avant et que il est trop beau quand je le vois rentrer dans la salle, je peux pas résister et tout, donc ça me dérange un petit peu, mais en vrai c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé le complexe de Ford et de Lily, et de Rosie pardon, leur relation, et j'ai bien aimé aussi jongler entre le passé et le présent, le journal intime de Rosie, pour voir un peu finalement se rendre compte qu'elle avait peut-être des sentiments pour Ford depuis le début. Et j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Weston West, qui est donc le frère de Rosie, qui a lancé cette mode qui s'appelle les papas célibataires qui vont faire du bowling le vendredi soir, que je trouve ça vraiment marrant. Et ouais non franchement c'était assez bien, il y a des personnages assez complexes, des personnages très intéressants, il y a des personnages de Chestnut Prince qui reviennent, qui est vachement cool. Non, pour ma part j'ai beaucoup aimé, j'ai mis donc 4 sur 5. Encore et toujours dans la romance, mais une suite de saga, j'ai lu Magnolia Parks The Long Way Home de Jessa Hastings, là chez l'édition Orion, qui est donc le 3e tome de sa saga Magnolia Parks, et qui est donc le 2e tome de Magnolia Parks. Et depuis le temps, hein, vous savez, c'est l'un de mes romans les plus vieux de ma palle, je l'ai enfin sorti, je l'ai enfin lu, et mais quel plaisir de replonger dedans. Alors je peux pas vous raconter, vraiment, je peux pas vous faire un synopsis parce que sinon ce serait spoilé totalement, mais j'ai mis 4 sur 5, j'ai adoré, en fait, j'ai adoré me replonger dans l'univers de Magnolia Parks. Et j'avais oublié à quel point la relation entre Magnolia et BJ est tellement complexe, et à quel point les personnages secondaires sont tout aussi intéressants et sont tout aussi
complexes, ils sont tout aussi importants à l'histoire. Et là en plus on en a appris encore un peu plus sur le passé de Manuela et sur BJ, surtout quand ils étaient au lycée, quand ils avaient 15-16 ans. Et franchement c'était vraiment mais incroyable. Genre en plus là, le fait que là on a BJ qui est un peu une copine et donc qui essaye de s'enlever Manuela de la part, enfin Manuela de la tête, j'allais dire Manuela Parks de la tête, Manuela de sa tête, mais en vrai les deux c'est vraiment des aimants, c'est Chuck et Blair, genre les deux, ils ont beau être en couple avec d'autres personnes, mais dès qu'ils se voient c'est tu m'attires, je veux qu'on soit ensemble, comment est-ce qu'on fait? C'est assez complexe, mais en fait ce que j'ai beaucoup apprécié, et ce que j'ai eu un peu de mal, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est en fait le changement que BJ a eu. C'est-à-dire qu'entre le tome 1 et ce tome-là, il y a un gros changement naturel. Déjà, il a arrêté de boire, il a arrêté la drogue et tout ça, et je trouve ça tellement génial. C'est un personnage qui est beaucoup plus clair dans ses décisions, qui a beaucoup plus conscience des erreurs et des choses qu'il a faites. Et quand il essaye de trouver un moyen de se racheter auprès de Manuela, de se pardonner, ou même d'essayer d'être en ami avec lui, Manuela, elle a fait « Mais non, mais je te ferai plus jamais confiance on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, et dès qu'il commence à se rapprocher, elle est là, mais non, mais pourquoi? Donc en fait, ça m'a un peu dérangé le fait que Manuela, elle ne prenne pas autant en sérieux que ça, et qu'elle voit pas forcément les changements qu'il a fait, même pas pour elle, mais pour lui en règle générale. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais j'apprécie quand même beaucoup Manuela et BJ, j'apprécie beaucoup les personnages. En plus là, on suivait aussi Daisy et les autres personnages, Daisy, Christian, tout ça. Fou, vraiment génial. En plus, la fin de ce tome, j'étais là, mais franchement, j'ai beaucoup apprécié. Il faut que je lise Daisy 8. Il faut que je lise Manuela Parks. Et après, je serai plus ou moins un jour. Donc, il me reste. Je suis à 3 tomes sur 5. Donc, en vrai, ça devrait faire. Après ça, j'ai voulu lire une petite romance assez tranquille. Et j'ai donc lu Nothing Like the Movies de Lynn Painter. Là, j'ai chez l'édition Simon & Schuster, qui est donc l'édition anglaise. Et j'ai mis 4 étoiles. 4 étoiles. Et je l'ai beaucoup. Voilà. Voilà, je me suis peut-être beaucoup allée. En fait, Marron, c'est, je crois que Marron, si je me trompe pas, c'est tous les films que je connais, il me semble. Je crois que j'ai fait ça. Oui, c'est toutes les quotes des films que je connais. Donc il y en a quand même beaucoup, donc ça me rassure. Mais dans ce tome 2, on va suivre Liz et Wes qui se retrouvent à la fac. Voilà. Et disons que entre le lycée et maintenant la fac, s'est passé certaines choses qui fait que les deux sont allés chacun de leur côté. Mais Liz ne sait pas que Wes est dans la même fac et les deux vont se croiser et il va y avoir tout un truc de on est amis mais on a quand même des sentiments l'un pour l'autre et Liz est en relation, où l'est-elle vraiment? C'est assez complexe, mais pour ma part j'ai quand même beaucoup apprécié, j'ai adoré retrouver les personnages. West a quand même vécu certaines choses assez tristes, voilà, qui a fait certaines choses qui a un peu brisé la relation avec Liz, mais pour ma part j'ai quand même beaucoup apprécié ce tome là. Je comprends pourquoi j'en disais que là où le premier tome était tout Rainbow Sunshine, celui-ci était Sad, Depression and all of that, parce que ça a été très clairement. Mais pour ma part, j'ai quand même passé un très bon moment. Retrouver Liz, retrouver Wes, retrouver Complex, et voir Liz qui a complètement changé, genre qui est plus du tout la fille qu'elle était vraiment au lycée, mais quand elle se retrouve avec Wes, finalement il y a quelque chose qui ne change pas. Et Wes, j'ai aimé beaucoup son changement, sa maturité qu'il a dans ce tome-là, et j'ai aussi aimé beaucoup ses copains qui étaient beaucoup là pour lui et qui arrêtaient pas un peu de narguer à chaque fois qu'il avait lisé tout, donc franchement c'était vachement marrant. Roman qui n'était pas du tout prévu, j'ai lu We Always Have Summer de Jenny Han, qui est donc le 3e et dernier tome de sa trilogie de Summer and Pretty, donc l'été où je suis devenue jolie. Alors c'était pas, enfin si c'était prévu de base que je le mette dans ma palle du mois de juin pour relire le 3e tome de l'été où je suis devenue jolie avant la sortie de la saison 3. Mais finalement je l'ai pas fait. Mais finalement je l'ai fait. Voilà, donc finalement je l'ai lu pour... voilà, j'avais déjà 3 épisodes de retard, je me suis dit oui, bon, avant l'épisode 4, je vais relire le 3e tome pour me remettre à jour. Et pareil, c'est un tome que j'ai lu en une journée. C'est une relecture pour moi et j'ai mis 3 étoiles comparé à la première fois où j'avais mis 4. Parce que avec le recul, moi qui suis team Jeremiah, j'étais genre... Nope, voilà, voilà, très clairement. Mais non, j'aime beaucoup cette saga. Après, c'est une saga très jeunesse, enfin très young adulte. Mais pour moi, c'est vraiment une saga un peu beaucoup trop young adulte pour moi. Voilà. C'est sûr que tome 1, 2 et 3, j'avais mis 4, 4,5. Mais c'est sûr que maintenant, en mettant 3 au tome 3, je pense que si je relirais le tome 1 et 2, je pense que ce serait pareil. Mais alors, après, je sais que c'est juste pour regarder la série. C'est une lecture qui était assez rapide à lire. Bon, j'ai toujours été team Jeremiah, très clairement, même dans la série. Mais là, en regardant la série, je suis très team Conrad. Voilà. Et j'aime beaucoup les changements un peu importés entre la série et le livre. Surtout avec le personnage de Steven, qui est quand même un personnage pas extrêmement présent dans les romans. Mais là... c'est le cas, y compris les personnages de Taylor. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup les changements qu'il y a. Mais écoutez, ma foi, ça reste quand même une lecture bof.
m'ennuyais, je me suis dit qu'est-ce que je vais lire, pourquoi est-ce que je continuerai pas la saga puisque j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 et j'ai donc lu Ricochet de Krista et Beccarici chez Édition Verso qui est donc le deuxième tome de la saga Addicted. Voilà, je l'ai lu, j'ai mis 4 étoiles. C'est un roman extrêmement très court qui suit les événements du tome 1 et qui est beaucoup plus focus sur le personnage de Lily, voilà, et je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Reich, je sais pas comment on prononce Riker, on va dire Reich, R-Y-K-E, Reich, ouais. J'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Reich, je l'ai pas autant apprécié que ça, mais j'ai aussi un peu apprécié son personnage, parce qu'il était quand même extrêmement protecteur de Lily, il était quand même extrêmement présent pour elle, et aussi pour la petite sœur de Lily, et je sens la relation, plus les romans vont s'allonger, plus je vais apprécier leur relation entre les deux. Franchement, ça reste une très très bonne saga. Ça reste un tome assez court, très compagnon. Il fait même pas 300 pages, 325 pages. Donc ça se lit extrêmement rapidement. Et j'aime toujours autant ces sagas. Voilà, j'aime toujours autant. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Après Ricochet, je suis restée un peu dans le mood addictique. J'ai donc lu Addictive Fauna de Krista et Beccarici, toujours chez l'édition Verso, qui est donc le troisième tome de la saga Addicted, qui est pour le moment le plus gros avec 660 pages, à peu près 670. J'ai adoré ce troisième tome, j'ai noté 3,5. Déjà, Lorraine était de retour, donc c'était vraiment super. Et j'ai adoré, parce que ce tome-là était très centré sur Lily et sur ses insécurités. Sur le moindre, de peur que le moindre petite chose qu'elle faisait, en fait, allait contredire Lorraine ou allait faire en sorte que Lorraine ne soit plus avec elle et vexée. Et Lorraine qui était là pour elle, qui l'a rassurée, qui l'aide dans ses addictions. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et Rosie aussi, qui est très présente, qui est donc la sœur de Lily. Et évidemment Connor aussi qui est là, et Rai qui est là, et Daisy qui est là. Et je sais pas, j'aime tellement cette saga, je sais pas pourquoi. En plus, je l'ai lu, mais extrêmement rapidement. C'est Addict, c'est une saga qui est vraiment addictive. Voilà. Tout est dans le mot. J'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, je peux pas trop spoiler, mais sachez que pour le moment, c'est mon tome préféré. Mon avant-dernière lecture du mois de juin, il s'agit de Gods and Monsters, donc le premier tome de Hime Miko chez Édition Anna Collection. Et dans ce manga, on va suivre Tsubaki Cotton qui, dès le premier jour de son transfert dans un nouveau lycée, attire l'attention en se bagarrant. Solitaire et incompris, des autres élèves le craignent et le prennent pour un monstre. Contraint d'accepter son sort, les jours se succèdent pendant que ses actions sont jugées à tort. C'est là qu'apparaît devant lui Kabuto Yuki, un être dont les yeux sont si beaux et étincelants qu'on dirait des joyaux. Alors que tout le monde prenait Tsubaki pour un tyran, Kabuto a compris qui il était vraiment et a attendri son cœur empli de désespoir. Pourtant, il se trouve que Kabuto n'est plus une personne réelle, mais un fantôme. Alors, j'ai mis 3 étoiles. C'est pas aussi bien que ce que je pensais. Voilà. Alors, au contraire, il y a beaucoup de gens qui adorent, qui ont trouvé ça vraiment génial. Pour ma part, je sais pas. Alors, j'ai adoré les dessins, hein, je dis pas. Les dessins sont très adultes et changent beaucoup des yaoi que j'ai l'habitude de lire. Mais j'ai pas tout compris à l'histoire, en fait. J'ai pas compris trop l'histoire, j'ai pas trop compris le background de Tsubaki, le background de Kubato, j'ai pas trop compris. Je sais pas, il y a quelque chose qui manquait. Alors, soit c'est moi qui suis stupide, mais il y a vraiment quelque chose qui manquait à l'histoire. J'ai l'impression de louper un gros chapitre, en fait. J'ai l'impression de passer directement. Genre, pour moi c'était un peu un tome 2. Genre, j'ai pas tout compris de ce qui se passait. Il manque une introduction. Il manque une introduction beaucoup plus poussée sur le personnage de Tsubaki, parce que j'ai vraiment rien compris. Genre, vraiment, pas du tout. Après, les personnages sont intéressants, mais l'histoire, j'ai rien compris. Il n'y a pas de scène de smut, ce qui est plutôt bizarre et plutôt bien pour un yaoi en règle générale. Et les personnages, je sais pas, ça m'a pas plu. Voilà, très clairement, ça m'a pas plu et je pense pas que je continuerai. Ma dernière lecture du mois de juin, il s'agit de When in Rome de Sarah Adams, qui est donc le premier tome de ses romans interconnectés When in Rome. Dans ce roman-là, dans ce premier tome, on va suivre Amelia, qui est connue sous le nom de Ray Rose, qui est une chanteuse de pop et tout, qui en a un peu ras-le-bol de la pression de tout, de la musique et tout, et donc elle décide de partir à Rome, mais dans le Kentucky. Voilà, sa première destination qu'elle a choisie, Rome, Kentucky, et sa voiture tombe en panne en plein milieu, voilà, de la route, devant une maison, et cette maison appartient à Noah, qui est rien d'autre que un peu le pâtissier de Rome. Voilà. Et il décide de l'aider, de dire bah écoutez, le temps que votre voiture soit réparée, vous pouvez venir cracher chez moi. Et on va suivre un peu la relation entre Amelia et Noah et comment est-ce que justement voir Amelia à Rome en fait va complètement changer pour elle. J'ai mis 3,5. Pour moi ça m'a fait un peu penser à la saga, enfin je pense, quand j'ai lu très clairement, ça m'a fait penser un peu à la saga Dream Harbor de Laurie Gilmore qui est donc Pumpkin Spice Café, Cinnamon Bun Bookstore.
Christmas Tree Farm et The Strawberry Patch Packing House, qui est mon préféré pour le moment. C'est un peu des romans où je me vois pas mettre plus haut que 3,5. Genre, je passe un bon moment, j'aime les personnages, mais il me manque quelque chose pour que ce soit plus haut et pour me dire, waouh, cette saga, elle est complètement folle. Mais ça fait tellement un moment que je vois tourner cette saga que je me suis dit, je vais tenter. Je l'ai lu très rapidement, j'ai aimé le personnage de Noah, j'ai aimé le personnage de Amelia, j'ai aimé la relation très Grumpy Sunshine, j'ai aimé les sœurs de Noah aussi qui étaient très présentes pour Amelia. Amelia qui est devenue une star très rapidement, donc elle n'a pas forcément eu le temps de s'adapter à tout ça, et il lui manque tellement de choses, tout le monde la voit et la traite comme la pop princesse qu'elle est. Et donc évidemment, on en oublie aussi que c'est un peu une jeune femme en fait qui a eu une adolescence et tout ça. Et j'adore parce qu'elle a une soirée pyjama avec les sœurs de Noah qui étaient super mignons, et Noah qui peut pas être dans la même pièce d'elle parce qu'on sent les sentiments entre les deux. Et franchement non, c'était plutôt pas mal. Et j'ai hâte quand même de lire les autres tomes et voir les autres personnages. Voilà, mais franchement c'était une bonne lecture. Donc voilà, c'était tout pour mon bilan lecture du mois de juin. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que je suis déjà à 35 minutes de vidéo. Donc on verra comment ça se passe. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'aimerais savoir les livres que vous avez lus au mois de juin. S'il y a des livres qu'on a lus en commun, quelles ont été vos pensées. Moi pour le moment ça avance plutôt bien. J'ai enfin terminé Onyx Storm là. Je suis trop contente, je me suis dit j'ai terminé Onyx Storm. C'était le plus gros livre que je voulais lire avant d'attaquer tous mes autres romans. Donc là c'est fait. Puis voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un petit reading vlog. Ciao!